Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de Pomme d'Happy, le podcast où je parle de ma pomme. Moi c'est Happy et aujourd'hui je vais me présenter brièvement et vous parler assez longuement de ma vie avec la maladie du lipœdème. Ça va être un épisode très personnel, un peu journal intime finalement parce que je vais vous livrer des trucs que j'aborde pas forcément souvent dans la vie de tous les jours. Et puis, ça va être un petit résumé de quasiment la moitié de ma vie, en fait. Donc voilà, bonne écoute. Si vous ne connaissez pas du tout la maladie du lipœdème, je vous invite à aller d'abord écouter le premier épisode de ce podcast qui explique dans les grandes lignes ce que c'est et comment c'est traité médicalement, tout ce qui est méthode conservatrice et chirurgie. D'ailleurs, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui ont pris le temps d'écouter et de me faire des retours sur ce premier épisode. Ça m'a beaucoup touchée. Vous êtes vraiment trop gentils, donc merci encore. Merci aussi à l'équipe Vodio qui a aussi pris le temps de m'écouter et de faire un retour pour ce premier épisode afin que je puisse, je l'espère, améliorer la qualité technique des prochains épisodes. J'en profite aussi pour m'excuser pour une formulation qui a pu blesser certaines personnes. À la fin du premier épisode, je disais en fait, en m'adressant aux femmes atteintes de lipœdème, qu'en gros ça n'était pas de leur faute, que elles avaient pas à avoir honte, que leurs douleurs elles étaient pas dans leur tête, et à la fin qu'elles n'étaient pas grosses et souffraient simplement de lipœdème. Et je voulais m'excuser pour cette formulation qui a pu blesser. J'avais pas du tout envie de faire du fat-shaming ou quoi que ce soit de négatif. Je souhaitais en fait simplement souligner que le surpoids engendré par le lipœdème, il découlait initialement d'une maladie, du lipœdème, et j'étais focus uniquement là-dessus. Et comme on me l'a fait remonter, ça peut involontairement donner l'idée qu'être grosse déjà, de base, ça serait forcément un souci, alors que non. Et voire même que ça pourrait insinuer que les nanas souffrant de lipœdème auraient entre guillemets la bonne excuse pour être grosses, contrairement aux autres femmes grosses sans lipœdème. Bref, je suis vraiment désolée si ça a pu blesser, c'était uniquement dans le contexte du lipœdème que j'ai dit ça. Uniquement. Au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes le vendredi 9 février 2024. Petit trigger warning. Je vais aborder dans cet épisode des sujets un peu difficiles comme les violences sexuelles, la toxicité, le harcèlement et le suicide, entre autres. Et sinon, évidemment, ça parlera lipœdème. Pour commencer, moi c'est Happy Cat Therapy sur les réseaux sociaux. J'ai 29 ans et dans la vie j'aime particulièrement les chats. D'ailleurs j'en ai 4 et j'aime les hérissons et tous les animaux plus globalement. J'aime beaucoup les séries, notamment les séries coréennes, les jeux vidéo et faire des lives sur Twitch, même si en ce moment malheureusement j'ai trop de soucis de santé pour être très présente, on va dire. Je suis pas très présente ces derniers mois, ces dernières années même, je dirais. À la base, j'aimais beaucoup lire et dessiner, mais c'est quelque chose que je peux plus vraiment faire actuellement à cause de mes douleurs et de ma fatigue. C'est devenu compliqué. Les causes principales qui me tiennent à cœur, c'est la protection animale et environnementale, la lutte contre le sexisme et la reconnaissance de maladies soi-disant rares, mais en fait pas rares du tout. Je pense ici en l'occurrence à l'endométriose et au lipœdème.
J'ai lancé mon podcast Pomme d'Api pour parler de choses qui me tiennent à cœur. Donc dans les premiers épisodes, je me focus sur le lipœdème parce que je suis en plein dedans, si on peut dire ça comme ça. Mais par la suite, j'aimerais bien vous parler d'autres sujets importants à mes yeux. Donc voilà, ce sera un podcast aux thématiques assez variées, je pense, sur le long terme. Il faut savoir que j'ai une santé en carton. Je souffre de plein de maladies. J'ai de l'asthme, la maladie de Raynaud. En gros, j'ai froid aux mains et aux pieds, enfin aux extrémités. De l'eczéma un petit peu vénère parfois. Une endométriose profonde avec atteinte digestive. La maladie du lipœdème. Une grosse fatigue chronique. Et peut-être d'autres maladies encore, mais j'ai pas envie qu'on en trouve d'autres. Donc voilà, je vais pas trop m'avancer là-dessus. J'ai pas envie que la liste, elle bouge. Voilà. Ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que je suis fatiguée tout le temps. J'ai une fatigue extrême depuis l'adolescence, à laquelle les médecins n'ont pas pu trouver de solution. Et ça m'handicape beaucoup au quotidien. Je m'excuse d'avance si je m'en mêle un petit peu les pinceaux en parlant, c'est normal. Même si me connaissant, je vais essayer de sauver tout ça au montage. Je suis fatiguée. Et faire cet enregistrement, ça me demande beaucoup d'énergie. Je suis aussi très stressée. Ça me fait très peur de parler derrière un micro comme ça et d'enregistrer. Là je flippe. Donc, soyez indulgents, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. On rentre dans le vif du sujet. On parle de lipœdème. Mon histoire à moi avec le lipœdème, elle a commencé à l'adolescence, vers 15 ans, au moment où j'ai eu mes premières règles et premières pilules, donc vers 2009-2010. À l'époque, c'était mon médecin traitant, un médecin du sport qui m'avait prescrit ma première pilule, et j'ai gonflé d'un coup. Enfin, j'ai eu ma première pilule juste après l'arrivée des règles, et de mémoire, j'avais pris 10 kilos en 2 mois que j'arrivais pas du tout à perdre, alors que jusque-là, j'avais jamais eu de problème de poids. Enfin, j'ai eu des périodes dans mon enfance où j'étais un peu dodue, si on peut dire ça comme ça. Et en fait, en faisant un tout petit peu d'attention, un tout petit peu d'effort, je perdais du poids très rapidement, sans aucune difficulté. Donc jusque-là, ça m'avait jamais gêné, on va dire, de prendre du poids. C'était réglé rapidement, quoi. Donc là, j'ai eu une pilule, puis 2, puis 3, puis 4, parce qu'en fait, j'avais beaucoup d'effets secondaires. Et alors, en fait, mon médecin, il me changeait de pilule tous les 2 mois. Tous les 2-3 mois, j'en avais une nouvelle. Et ça n'allait toujours pas. Et je prenais toujours beaucoup de poids. Et ça allait pas, quoi. Et mon médecin, en fait, il m'a jamais fait faire de prise de sang ou d'examen type, je sais pas moi, bilan hormonal ou je sais pas moi, juste une prise de sang pour s'assurer que c'était ok de prendre telle ou telle pilule. Donc en fait, quand je lui disais que j'avais des soucis, il me disait juste de prendre sur moi au lieu de me plaindre. Et selon lui, en fait, la prise de poids, ça ne pouvait absolument pas être dû à la pilule. Et donc en fait, que tout était de ma faute et qu'il fallait que je fasse tout simplement plus de sport. De mes 16 à 18 ans, j'ai grossi. Je savais que j'avais des jambes avec une forme différente de celle de mes copines. Je l'avais bien vu, j'étais beaucoup jugée sur le fait que mes cuisses elles se touchaient et que je commençais à avoir un aspect vraiment cellulite. Ma maman, elle a dû me racheter des pantalons super régulièrement parce que j'arrivais plus à faire passer mes cuisses dedans. Et j'avais plein de ceintures parce que ma taille, donc ma taille de ventre, elle était beaucoup plus fine par rapport à mes cuisses. C'était à ce moment-là. Spoiler, maintenant c'est plus trop le cas, j'ai plus un ventre très fin. Bref, à ce moment-là, je nageais dans mes pantalons au niveau de la taille en fait, sinon. J'arrivais plus à porter des chaussettes longues, enfin des chaussettes normales à cause de mes mollets. Donc je suis passée uniquement à des petites chaussettes, là, les petites soquettes courtes. Je pouvais plus non plus porter de collants parce que ça me cisaillait, ça faisait garrot au niveau des genoux. Et en fait, je trouvais pas de forme adaptée à mes grosses cuisses en fait. Et je l'ai craqué en 2 secondes, tout simplement. Donc en fait, racheter des collants sans cesse, voilà.
J'ai insisté, hein, pourtant, hein, pour en porter pendant l'adolescence, hein, mais après j'ai fini par arrêter. Je pense à 18-19 ans, j'ai abdiqué totalement. Je suis passée de la taille 34 à 44 en 2 ans et demi à tout casser. De mémoire, j'ai dû passer de 50 kilos à 80 kilos pour 1m68, sans comprendre pourquoi, hein, entre mes 15 ans et demi et mes 18 ans. D'ailleurs, je me rappelle que vers 16 ans, ma maman, elle m'avait acheté un jean magnifique qui coûtait une fortune, enfin genre 70-80 euros. D'habitude, les jeans pour moi c'est 20-25 euros max, quoi. Et ce jean-là, magnifique, j'ai pu le porter 2 mois. Tant mes cuisses, en fait, elles ont gonflé rapidement. Et je l'ai gardé des années dans mes affaires en mode un jour je maigrirai et je rentrerai dedans. Et en fait, c'est jamais arrivé et j'ai fini par le donner. Il y a plusieurs causes qui peuvent déclencher et alimenter le lipœdème, et en y repensant, maintenant, je constate que j'en réunissais plein à la fois. Déjà, le plus important, la puberté, avec les premières règles, à 15 ans et demi, ça c'est un grand changement hormonal. Les changements hormonaux à répétition, plein, avec les différentes pilules. Les régimes bien privatifs, le stress extrême engendré par de gros soucis personnels et par des traumatismes liés à des violences sexuelles et viols que j'ai subis à cette époque-là. Le manque de sommeil aussi. J'avais jamais eu de mal à m'endormir avant, je dormais bien sans trop de réveil, et d'un coup c'est devenu impossible de dormir correctement depuis cette époque-là. Tout ça, ça joue sur les hormones, le stress et l'inflammation. Et en fait, du coup, j'avais un mélange d'éléments explosifs dans ma vie pour que ça éclate et ça s'enflamme, en fait. Je ne savais juste pas, en fait, qu'une telle maladie existait. C'était inimaginable, en fait. Ça va paraître un peu dur, ce que je vais dire, mais pour moi, je pensais jusque-là que les gros et les grosses l'étaient nécessairement parce qu'ils mangeaient mal, en fait. Parce qu'ils mangeaient trop. Le côté petit gros dans Charlie et la chocolaterie, quoi. Il n'y avait pas d'autre cause possible dans ma tête, c'était ce qu'on m'avait toujours dit à l'école, ce que la société avait toujours dit, ce qu'on lisait dans les livres, ce qu'on voyait dans les films et les séries aussi. Et en fait, j'avais totalement intégré ce stéréotype-là jusqu'à ce que ça me touche directement, en fait, et que je comprenne pas ce qui m'arrive. Bien sûr, aujourd'hui, je sais pertinemment que la majorité du temps, les gens sont en surpoids à cause de plein de maladies différentes, de facteurs environnementaux. Les causes, elles sont multifactorielles. Il y a la génétique, bien sûr. Il peut y avoir tout ce qui est TCA, troubles du comportement alimentaire, et il y a aussi tous les soucis de dérèglements hormonaux. Je pense notamment à des copines qui souffrent du SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, et qui n'arrivent pas à perdre de poids. Mais en tout cas, quand j'étais enfant, puis adolescente, je n'étais pas du tout informée sur le sujet, et dans ma tête, les gros l'étaient forcément à cause de la malbouffe et du manque de sport. Pardon d'avoir pensé ça, je suis désolée. En fait, il faut vraiment que les mentalités évoluent sur le sujet et qu'on sensibilise là-dessus dès le plus jeune âge. D'ailleurs, ça se trouve, si j'avais pas été touchée directement par ça, par le lipœdème, par la prise de poids, ça se trouve, j'aurais toujours toutes ces pensées grossophobes toutes pourries qui n'ont même pas lieu d'être. Quelle que soit la cause d'un surpoids ou d'obésité, il y a même pas à critiquer, en fait. Il y a encore du taf à faire là-dessus, et dans les représentations qu'on se fait du gros et de la grosse, faut informer, sensibiliser et arrêter de vouloir s'occuper du poids des autres. Et aussi, il faudrait arrêter de dire que quand on est gros ou grosse, on va forcément avoir des soucis de santé, alors que bien souvent on est gros justement parce qu'il y a des soucis de santé sous-jacents qui font qu'on est gros ou grosse. Faut arrêter de culpabiliser les gens. Et on peut être très gros et en très bonne santé et être très heureux. Et de toute façon, ça ne concerne que les concernés. Chacun devrait s'occuper de ses fesses, quelle que soit leur taille, et chacun son corps. Ça serait cool d'éviter de critiquer sans cesse. Et bref, il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, mais on va repartir sur le lipœdème.
Pour ma maman, depuis le tout début, c'était forcément une maladie. Elle trouvait vraiment la forme de mes jambes bizarre et surtout leur augmentation brutale de volume inquiétante. Elle m'a fait voir plusieurs médecins, faire des bilans sanguins, des bilans hormonaux, voir des angiologues, des phlébologues, des kinés qui faisaient des drainages lymphatiques manuels parce que elle était persuadée que je faisais beaucoup de rétention d'eau. Il y a une kiné qui m'a dit que je ne faisais absolument pas de rétention d'eau et qui m'a dit de ne plus jamais revenir la voir. Spoiler, j'ai appris en 2023 que j'en faisais énormément. Tous les médecins que j'ai vus m'ont dit que soit c'était normal, c'était ma morphologie de femme, genre en fait une fois que t'as tes règles, c'est normal que ton corps change du tout au tout. Soit en fait c'était ma faute parce que je mangeais soi-disant mal et je ne faisais pas assez de sport. Ils m'ont tous mise à la porte, parfois pas très gentiment, en me disant qu'ils ne pouvaient rien faire pour moi car c'était moi mon propre problème. Il y avait rien de médical là-dedans. À l'époque, donc à 15 ans, je faisais énormément de sport, 10-15 heures par semaine. Enfin, je pense que c'est énormément quand même. Je faisais beaucoup de piscine, je marchais beaucoup quotidiennement, je faisais minimum 300 abdos par jour. En y repensant, je me dis c'est peut-être un peu beaucoup, mais je sais pas, je m'étais mis ça en tête, alors je le faisais tous les jours. Je faisais aussi pas mal de courses à pied, malgré les crises d'asthme et les douleurs dans les mollets et les cuisses. J'avais des courbatures à gogo parce que voilà, j'insistais beaucoup et je voulais vraiment perdre des jambes. À 15 ans, pour la première fois de ma vie, j'avais commencé à me mettre au régime, mais des régimes bien privatifs. Sans surprise, rien n'a fonctionné. Rien, même pas la soupe midi et soir. J'ai commencé à éviter toutes les activités qui demandaient une tenue spécifique. J'adorais faire de la planche à voile l'été, mais mes cuisses elles rentraient même plus dans les combinaisons. J'avais voulu reprendre l'équitation, mais j'avais plus de culottes de cheval que le cheval. Du coup, j'avais trop honte et j'y suis jamais retournée. D'ailleurs, mes mollets, en fait, ils avaient du mal à passer dans les bottes. Enfin, bref. Pour la piscine, c'est devenu compliqué de passer mon corps dans un maillot de bain une pièce et ça me cisaillait le haut des cuisses. C'était compliqué et à cette époque-là, la consigne dans la piscine où j'allais, c'était maillot de bain une pièce uniquement pour les femmes et du coup, passé un moment, j'ai pas pu y retourner. Voilà. Oh, en parlant de maillot de bain, ça me fait penser aux serviettes de bain. Elles étaient devenues trop petites pour faire le tour de mes cuisses. C'est un truc tout bête, mais je l'ai très très mal vécu, le fait de plus pouvoir entourer mon corps d'une serviette de bain basique, en fait. Le haut du corps, c'est bon, je pouvais faire le tour, et dès qu'on arrivait aux cuisses, aux fesses, ça marchait plus. Voilà. J'ai fait plusieurs années de danse à l'adolescence, un peu de hip-hop, puis de la danse orientale. Ça faisait ultra mal aux jambes, mais mon surpoids, c'était pas un frein pendant les cours. Même la prof, elle était en surpoids et c'était ok en fait, donc ça allait. C'était pas un sujet de moquerie, ça allait quoi. Mais oh là là, quand j'ai passé mon bac en 2012, il y avait la possibilité de prendre la danse orientale en option facultative. En mode c'est que du bonus, si on n'a pas la moyenne ça compte pas, et si on a au-dessus c'est trop bien, ça fait des points en plus. Et j'y suis allée et ça a été un cauchemar comme épreuve. Déjà, on m'a dit que je dansais une danse de prostituée, et ensuite que j'avais pas le bon physique, que j'étais trop grosse pour danser. Donc là, ça m'a complètement détruite, et j'ai stoppé la danse à ce moment-là. J'étais en larmes et j'avais trop honte de mon corps quand je suis sortie de cette épreuve. Enfin, c'était affreux. Et d'ailleurs, faut savoir que j'avais été virée à l'âge de 5 ans, après une année seulement, des cours de danse classique, parce que la prof, elle considérait que j'avais une ossature, enfin des os, quoi. Une ossature trop grosse par rapport aux autres filles de 5 ans, et que du coup, elle voulait pas de moi dans son cours parce que j'aurais jamais un physique de danseuse étoile quand je serais plus grande. Donc, j'avais pas le droit de danser, et j'avais déjà pas le droit de danser à 5 ans, et à 18 ans, on m'a achevé, quoi. Donc dégoûtée. En parlant de bac, y a quand même un truc cool qui m'est arrivé. Il y a pas que du négatif.
c'est que ma prof de sport au lycée, quand elle a vu à quel point j'avais des difficultés à courir vite et à nager aussi rapidement, j'étais pas dans les temps en fait, j'avais trop de mal avec mes jambes et tout, ça marchait pas. Elle a trouvé des solutions, elle m'a fait changer d'épreuve pour que je puisse au moins avoir la moyenne. Et je me souviens qu'elle a remplacé la piscine par du lancer de poids. Et franchement, c'était tellement cool de sa part. Là, j'ai réussi. Je sais plus quelle note j'ai eu au bac. J'ai eu la moyenne sûre. Je vous garantis pas que c'était extraordinaire. Je pense que c'était entre 10 et 12. Mais j'ai eu la moyenne. Et de mémoire, elle a remplacé la course d'endurance par de la marche rapide aussi. Et c'était tellement l'horreur pour moi, le sport au lycée. Et elle a trouvé des solutions pour que je puisse m'en sortir. Et je me souviens qu'elle était gentille et compréhensive. Elle était pas comme tous les profs de sport là que j'avais vus avant en mode t'arrives pas à courir et t'as une crise d'asthme ? Fais 2 tours de plus ou fais 20 pompes. Enfin, c'était pas la même approche quoi. Et là la nana, elle a une approche hyper saine et franchement ça faisait du bien. Donc je me souviens absolument plus de son nom ni à quoi elle ressemble mais merci à elle, merci madame. Je me souviens d'un harcèlement de rue que j'ai vécu un soir en 2013 et où un mec il m'a suivi dans la rue pendant au moins 15-20 minutes en me disant que même si j'avais des grosses cuisses, je lui plaisais. Même si, malgré que. Et en 2013, donc il y a un peu plus de 10 ans, mes cuisses elles étaient déjà suffisamment difformes, imposantes, pour qu'un mec qui me voit sortir du métro, il se dise que c'était le bon argument, entre guillemets, sur lequel appuyer ses propos pour me draguer lourdement. Et je me souviens, il y avait des trucs du genre t'es charmante, même avec tes grosses cuisses, moi ça me plaît. Moi ça me plaît, hein, faut pas que t'aies honte, t'es belle. Et que des trucs comme ça, il me suivait, il arrêtait pas, enfin c'était usant, c'était horrible, enfin ça faisait peur, en plus j'étais toute seule. Et je sais plus ce que j'ai pu lui dire pour qu'il me lâche enfin, mais je sais que ça m'a marqué, et la preuve, je m'en souviens encore 10 ans plus tard. Et ça, en soi, c'est pas la seule fois que ça m'est arrivé, et puis, il y a aussi tous les fétichistes. Vous savez, tous les fétichistes des grosses aux grosses cuisses qui venaient me harceler, et me dire que ça m'allait bien, les grosses cuisses, etc., etc. Et c'était vraiment ultra courant, et sans surprise, je l'ai pas forcément bien vécu. Voilà. En 2013 aussi, c'était la même année, j'ai vécu un petit peu en Angleterre et à ce moment-là, je me suis dit j'ai 6 mois devant moi entre 2 cursus d'études. J'ai le temps de faire un maximum de sport, je vais maigrir, je vais tout faire pour, et c'était vraiment l'objectif ultime, genre maigrir. J'avais que ça à faire entre guillemets. Et je me souviens avoir passé plus d'1 mois en Angleterre à marcher. Mon principe, c'était de faire entre 15 et 20 km à pied par jour, en mangeant le moins possible. Et vraiment, c'était de la marche assez rapide, dans la campagne, en haute falaise, dans des champs, il y avait du dénivelé, des côtes énormes. C'était un minimum sportif, quoi. Mais mes cuisses, elles continuaient à grossir jour après jour. Encore et toujours, enfin, ça s'arrêtait pas. Et en 1 mois, en fait, les fringues qui m'allaient au début, quand je suis arrivée, elles commençaient à ne plus m'aller. Et après tous ces efforts, quoi. Même après avoir marché autant, et j'avais aussi acheté j'avais acheté plein de crèmes amincissantes, là, les crèmes anticellulite dans des pharmacies anglaises avec tout écrit en anglais. Et à l'époque, je parlais pas du tout bien en anglais, enfin je comprenais rien. Mais j'avais quand même compris que c'était pour ça. Et ces crèmes-là, elles faisaient rien du tout à part me brûler la peau. Ça faisait hyper mal, mais je prenais sur moi, en fait. Je me disais que fallait bien que je fasse des efforts. Quand je suis rentrée en France, j'ai continué le sport, mais vraiment sans succès. Parfois, dans le meilleur des cas, si on peut dire, j'arrivais à bien perdre du haut du ventre, et on voyait mes côtes. Et en même temps, mes jambes, elles bougeaient pas, et mes bras et le bas de mon ventre commençaient à bien prendre du volume aussi.
En été 2014, ma meilleure amie m'a sorti une blague qui m'a marquée. En fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a tapé dans ses mains, comme si elle applaudissait, et elle m'a demandé devine c'est quoi? Et je savais pas quoi répondre. J'avais aucune idée de la réponse, et sa réponse, ça a été c'est le bruit que font tes cuisses quand tu marches, en éclatant de rire. Et j'ai pas su quoi dire. Mais le pire, c'est qu'elle avait raison. Euh, J'étais rouge de honte. En plus, elle avait dit ça devant un de ses amis. Enfin, on n'était pas que toutes les deux. Et je voulais m'enfouir sous terre, je voulais enfouir mes cuisses sous terre. Enfin, c'était assez horrible comme sensation, comme sentiment. Et, et en fait, elle avait raison. Factuellement, mes cuisses, elles se touchaient de fou. Elles faisaient du bruit, en tout cas, elles frottaient en marchant. Et si je marchais vite ou que je courais, bah ça applaudissait. Et je lui en veux pas, hein. Si tu m'écoutes là, il y a pas de souci, hein. Mais c'est juste pour dire que des fois, il y a des choses que des personnes ont pu me dire sur le ton de la blague, de la rigolade, qui ont été super blessantes et qui m'ont rappelé à quel point mon corps il était gros et pas comme tout le monde. D'ailleurs, ça me fait penser qu'est-ce que c'était douloureux, les plaies et les brûlures provoquées par le frottement des cuisses entre elles. L'intérieur des cuisses, en fait, vu que les cuisses se touchent, ça frotte et ça crée des brûlures. Genre vraiment, ensuite, une fois que t'as des brûlures, t'as des plaies. Ça fait des suintements, des saignements, quoi, à gogo. Et en fait, à la fin de la journée, même les fringues, en gros, elles sont collées sur ta peau, quoi. Et bon, c'est un peu gore, je suis désolée, mais ça peut faire ça, les cuisses qui se touchent. Aujourd'hui, je sais qu'il existe plein de crèmes spéciales anti-frottement, mais à l'époque, je savais pas. Et voilà. J'ai essayé de privilégier les jeans au maximum et de plus trop porter de robes ou de shorts pour limiter les risques ensuite. J'avais toujours des irritations, mais c'était les jeans qui craquaient en priorité et plus ma peau. En parlant de craquage, j'ai quand même craqué pas mal de chemises et hauts au niveau des bras, au niveau des épaules, parce que mes bras, ils avaient trop pris de volume par rapport à avant. Et on m'a dit plein de fois que j'avais des bras de camionneur. Voilà. Avec ma maman, on a cherché ce que je pouvais avoir de 2009 à 2015, puis on a abandonné. Et à ce moment-là, j'ai totalement abandonné la lutte à outrance. Fini le sport à l'excès, j'avais de toute façon trop mal pour en faire toujours autant, et de toute façon, il n'y avait pas de résultat probant. Ça me faisait d'énormes douleurs, des sensations de courbature à l'effort, et qui duraient plusieurs jours. Genre, je faisais 1 heure de vélo, j'avais mal aux jambes pendant 4 jours, quoi. J'ai quand même essayé de reprendre la danse. Et là, rien que l'échauffement, les étirements, c'était plus possible. C'était plus faisable pour moi. Mes cuisses, elles étaient tellement énormes qu'elles pouvaient pas se plier correctement. En fait, juste pour s'asseoir les jambes croisées, ou juste, les genoux au sol et les fesses sur les pieds. C'était impossible, en fait, ma graisse empêchait le pliage, le pli. Donc c'était plus possible, et donc si déjà l'échauffement est pas possible, le reste n'en parlons pas. Et puis le sentiment de honte dans la salle, quand on est la seule à ne pas y arriver et que tous les regards ils sont tournés vers soi, avec le grand miroir là, vu qu'on est sur de la danse, où tout le monde me voit galérer, et c'était super dur. Et donc voilà, je suis pas retournée non plus. J'ai voulu faire du tir à l'arc, mais mes bras ils étaient trop douloureux, donc j'ai abandonné rapidement au bout d'1 mois. Je me suis plongée dans mes études à l'excès, hein. J'ai appris à faire avec, hein. Après tout, c'était de ma faute. J'étais qu'une fainéante et j'avais que ce que je méritais après tout. Si j'avais autant de mal, c'est parce que je n'étais pas assez musclée, parce que je ne faisais pas assez de sport, pas assez d'efforts. C'est ce que je pensais profondément, parce que c'est ce qu'on m'avait toujours dit depuis que mon corps avait changé. J'ai passé des années à vivre avec ces douleurs,
mais soit en les occultant totalement, donc elles étaient en arrière-plan, je les sentais même plus, soit en me disant à chaque fois que mon corps me brûlait, que c'était de ma faute, tout était de ma faute. C'était ma faute si j'avais mal au moindre effort, si je montais 3 marches en ayant mal. Après tout, j'avais qu'à maigrir, et faire du sport si je voulais pas souffrir. J'avais qu'à faire comme tout le monde. Et pour moi, tout le monde, mais vraiment, tout le monde souffrait comme ça. Mais moi, j'étais trop chochotte pour faire des efforts comme les autres. No pain, no gain, on n'a rien sans rien. Et de toute façon, les médecins me l'avaient toujours dit. J'avais qu'à faire des efforts. Si j'étais pas contente, c'était de ma faute. Et je l'avais totalement intégré, en fait, ça. J'ai aussi appris à vivre avec la grossophobie des proches et la grossophobie des inconnus, et la grossophobie médicale aussi. La grossophobie, c'est fourbe, c'est tous les jours, tout le temps. Et n'ayant pas toujours été grosse, c'était vraiment horrifiant de voir à quel point le comportement des gens, il pouvait changer selon que je sois d'une corpulence normale, banale, ou que je sois grosse. C'est horrible d'être juste la grosse. De pas être prise au sérieux, d'avoir aucune légitimité, d'être tout le temps remise en question, de devoir se cacher et tout faire pour prendre moins de place. Et puis, quelle que soit l'ampleur de mon travail, j'étais une bosseuse, et si je suis grosse, je suis forcément fainéante et je suis pas fiable comme personne. On perd un peu son humanité finalement, quelque part, aux yeux des autres. Pas tout le monde, bien sûr, heureusement, mais on vaut moins que les autres. En tout cas, c'est ce qu'on nous renvoie et on finit par le penser et on a honte. Et à table d'un coup, j'avais plus le droit de me resservir alors que quand j'étais mince, ça ne dérangeait personne à l'époque. Par exemple, admettons, si je mangeais une salade, donc super, je mange une salade, les gens, ils avaient tendance à dire que je devais pas manger comme ça tous les jours. Et si je mangeais un burger, comme toutes les autres personnes à la table, tout le monde en prend, tout de suite, forcément, moi, je mangeais comme ça tous les jours. Forcément, je devais manger des burgers à tous les repas pour être aussi grosse que j'étais. Et je devais forcément m'enfiler un pot de Nutella tous les jours. Dans la tête des gens, c'était ça. Et c'est des commentaires que j'ai pu avoir. Chez le médecin, si j'avais le moindre truc, la moindre douleur dans mon corps, la seule solution, c'était que je perde du poids et tout irait mieux. J'étais absolument pas écoutée, ni prise en charge correctement. Souvent, j'avais aucun médicament, aucun examen prescrit, juste maigrissez et vous n'aurez plus mal. Voilà, c'est simple, j'y avais pas pensé avant, merci, wow, trop bien. Non, mais tu viens pour un rhume et... ah non, maigrissez. T'as mal aux pieds? Non, va maigrir. C'était ça tout le temps. J'ai développé une peur... Oh, c'est ridicule. J'ai développé une peur de revoir des personnes que j'ai connues avant mes 16 ans, en me disant, si on me revoyait maintenant, qu'est-ce qu'on penserait? En mode, c'est bien laissé aller celle-là, ou des choses comme ça en fait. Et il y a toujours eu cette peur quelque part en moi, et elle est toujours là. Et j'ai tendance à me cacher et à éviter les lieux où je pourrais recroiser du monde en fait, parce que j'ai trop honte de mon corps et de ce que les gens pourraient en penser. Voilà, c'est un truc... c'est encore dérangeant pour moi. J'ai subi pas mal d'insultes. J'étais la grosse vache, pas mal de harcèlement scolaire, même en études supérieures d'ailleurs. Des remarques et des commentaires pas très bienveillants. Je me souviens de la phrase t'as des grosses cuisses comme un cycliste, mais tu fais pas de vélo. Non, comment on a pu me dire ça? C'est pas cool. Il y avait beaucoup de regards, de chuchotements, de gens qui se retournaient pour regarder mes jambes et qui s'en cachaient même pas en fait. Et il y avait même des gens qui prenaient mes jambes en photo quand j'étais dans la rue ou les transports en commun, et j'arrivais pas à réagir. Je disais rien, j'étais paralysée. Et j'étais juste un animal de foire. On regardait mes cuisses comme si... comme si c'était vraiment un truc, waouh, faut le prendre en photo, quoi. Et je savais que j'étais grosse, et que mes jambes, elles étaient bizarres, et que c'était quand même
étrange qu'elle soit comme ça, mais la conclusion, c'est que je culpabilisais juste. J'avais que ça, la honte et la culpabilité. Il y a un truc aussi, j'ai développé la peur de m'asseoir. La peur que je rentre pas dans une chaise ou un fauteuil, et surtout avec des accoudoirs, ou simplement en fait la peur de casser la chaise ou le tabouret, quoi. La peur des tables aussi. Vous savez, l'espace disponible entre la chaise et la table, bah souvent mes cuisses elles passaient pas, elles étaient trop grosses, trop hautes, donc il y avait pas assez d'espace pour que je puisse m'asseoir, et quand bien même j'aurais pu rentrer dans la chaise, je pouvais pas me mettre à table, quoi. Et quand je me retrouvais dans cette situation, je voyais bien que j'allais jamais rentrer, et qu'on me demandait de m'asseoir, si je voulais m'asseoir, à chaque fois je disais non, t'inquiète, je préfère rester debout, j'ai été assise toute la journée, blablabla, blablabla. Voilà, j'avais trop honte de dire que je passerais pas, et pire encore, que ça se trouve, j'allais m'asseoir et rester coincée et galérer à ressortir de là, enfin, genre c'était... je pouvais pas le dire. L'exemple typique aussi, c'était genre les tables en bois de pique-nique avec des bancs intégrés de chaque côté, genre ça c'était impossible dans la plupart des cas. De me glisser dedans, c'était un peu trop compliqué. Et si j'avais pas une place en fait sur un des bords des bancs pour pouvoir mettre mes jambes à l'extérieur, c'était foutu. C'était foutu, je pouvais pas. Et j'ai aussi la peur des pique-niques. Désolée, je vous raconte ça, ça me fait rire, mais je trouve ça ridicule en vous le disant, mais voilà, j'avais peur des pique-niques assis, parce qu'en fait, je savais jamais si j'allais réussir à me relever avec mes grosses jambes, qui avaient tout le temps des fourmis. Les fourmillements, dans les jambes, pour moi, ça apparaît au bout de, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes maximum, j'ai des fourmis. Et en fait, je suis obligée de changer de position constamment, et j'ai mal en fait quand je suis assise. Et je savais jamais si j'allais tomber en essayant de me relever, si j'allais pas juste rester coincée là au sol, et j'évitais au maximum. Et quand je pouvais pas éviter, je faisais mon maximum pour que ça se voit pas que j'étais super mal à l'aise, super mal installée, et que j'avais peur. Genre en fait, le moment où commence le pique-nique et t'es obligé de t'asseoir, et en fait, pendant quasiment toute la durée, je suis en mode est-ce que je vais réussir à me relever? Et en même temps, il faut profiter du repas, faut faire les conversations, et en même temps, il y a cette peur qui est là à l'intérieur. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, c'est trop bête d'avoir peur de ça, et j'en ai jamais parlé à qui que ce soit, je pense, de ça. Donc voilà, s'il y a des proches qui m'écoutent et avec qui j'ai fait un pique-nique, je suis désolée, j'ai jamais pu vous l'avouer, pardon. Mais c'était super stressant pour moi. Et désolée, je vous l'ai jamais dit, mais maintenant vous savez. On m'a donné sans cesse des conseils non sollicités. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. T'as pensé à faire ce régime-là? Sauf que, j'avais déjà pensé à tester tout ce qu'il était possible de tester, en fait. Quand on est comme ça, on fait tout pour s'en sortir. Donc les conseils non sollicités, bisous, salut, on n'en veut pas. Ah, et aussi j'avais droit à plein de commentaires du genre « Mais t'es sûre que tu fais bien tes exercices de sport? Parce que moi j'en fais 10 fois moins et j'ai plus de résultats que toi, donc tu ne dois pas savoir les faire correctement, hein ?» Ou alors des... Désolée pour la voix, hein. « Tu es sûre que tu sais bien peser tes aliments et compter tes calories? Parce que c'est bizarre quand même, tu dois mal t'y prendre. » Je pense que tu manges pas assez de légumes. Regarde, moi j'en mange plein et je suis mince. Voilà, lol, on souffle fort. Et en fait, quand on est grosse, on est hyper infantilisé. Les gens, ils ont l'impression qu'on sait rien, qu'on est complètement teubés, que eux, ils savent ce qu'il faut faire, et qu'ils vont venir nous sauver de nos kilos en trop avec leurs leçons complètement bidons. Ils en sont persuadés.
Donc voilà, c'est hyper frustrant là, cette infantilisation, ce côté on est forcément bête, hein. Voilà, on sait pas s'y prendre, on sait pas quoi faire, on est teubé. Ah, ça rend dingue. Voilà. Pardon, je me lâche un peu, hein. Petit à petit, j'ai commencé à avoir un rapport très malsain avec la nourriture. Enfin, je dis petit à petit, mais ça a été assez rapide. Alterné entre privation extrême et gros craquage. Parce que mon corps, il avait besoin de manger à un moment, en fait. Donc, il craquait, il avait besoin d'alimentation. Il y a plein de moments aussi où j'ai mal mangé, hein, clairement, ça m'est arrivé. Mais ça ne représentait pas la majorité du temps. La majorité du temps, je ne mangeais pas. Je mangeais quand il y avait du monde avec moi, parfois même beaucoup, en fait. Mais quand j'étais seule, j'évitais. Genre, par exemple, si j'avais une soirée avec des amis, je ne mangeais pas de la journée. Je me goinfrais clairement à la soirée. Et le lendemain, je ne mangeais pas. Si bien que je passais encore plus pour la grosse bouffe, enfin la grosse qui bouffe de fou, quoi. Et alors que non, en fait, un seul gros repas, même s'il est copieux en 48 heures, c'était pas suffisant en termes d'apport. C'était complètement nawak. À une époque, je m'étais mise en tête de manger que des légumes. Très 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 mauvaise idée. J'avais pas perdu de poids, mais en 6 mois, j'ai perdu mes cheveux par poignée et mes ongles se cassaient tout le temps. La nourriture, c'était vraiment compliqué finalement quand j'y repense. J'ai fini par faire un tableau Excel de tous les aliments présents dans ma cuisine et leurs apports, tous, hein, même les épices, pour vous dire. J'avais commencé en 2015 et je m'y suis remis à fond en 2020. Et dans ce tableau, il y avait des formules pour calculer toutes les calories pour chaque recette. Je faisais tout le temps les mêmes recettes, hein. Genre, je sais pas moi, le midi, c'était poulet, carottes, oignons, brocolis, haricots verts, riz avec du curry. C'était mon repas du midi. C'était ça tous les midis pendant des années. Tout était pesé au gramme près et tout. Enfin, voilà. Et en fait, j'ai fini par manger de manière très mécanique, en limitant au maximum les calories. Et en prenant l'habitude de sauter aussi un maximum de repas. J'étais trop contente, hein, à chaque fois que je réussissais à faire ça, dès que je sautais des repas et tout, genre la fierté, quoi. Je faisais des recettes qui n'étaient même plus forcément bonnes, niveau goût, elles étaient juste théoriquement saines. Et j'insiste vraiment sur le théoriquement. Théoriquement, selon les régimes privatifs extrêmes tout pourris qu'il ne faut pas faire. Donc non, en fait, faut pas. Quand on a un lipœdème, bon, je le savais pas, bien sûr, mais il ne faut surtout pas faire de régime, surtout pas être dans la privation. Il faut manger sainement, oui, mais suffisamment selon les besoins de son corps. Faut l'alimenter, son corps, il a besoin d'énergie et pas d'une cause supplémentaire de stress et donc d'inflammation. Priver mon corps, c'était pas ma meilleure idée. Et je me suis évidemment retrouvée sous-alimentée et carencée, et encore plus fatiguée. Et encore une fois, c'était pas ma meilleure idée, mais quand on nous répète la moitié de notre vie qu'il faut faire des efforts et des régimes, c'est pas évident de pas tomber là-dedans. Il y a 3 ans, j'ai fait un énorme tri dans mes vêtements. J'ai décidé de donner toutes les fringues qui ne m'allaient plus et que je gardais depuis des années sans jamais réussir à rentrer dedans. Je crois que ça a été un vrai soulagement à ce moment-là. Psychologiquement, ça a été un vrai poids en moins. J'avais compris que je grossissais inexorablement et qu'il était inutile de garder cette jolie robe que je portais à 20 ans parce que je maigrirais jamais. Et pareil pour les chaussures, j'ai donné toutes mes bottines et chaussures à talons. Ma taille et ma pointure de chaussures, ça a jamais bougé en 15 ans, hein. Mais mes mollets, ils ont bien gonflé. D'ailleurs, c'était déjà tellement dur de marcher à plat que marcher en talons, c'était impensable. Ça faisait trop mal aux jambes. Ça faisait surtout mal aux mollets, surtout. Ça fait beaucoup de surtout. J'avais tout tenté pour perdre du poids. Sans succès, hein. J'ai abdiqué en me disant qu'il était inutile de vivre dans le passé. Et puis mes placards, ils s'étaient pleins à ras-bord de vêtements qui ne m'allaient plus. C'était plus vivable. J'ai tout fait. Et je m'étais accrochée pendant des années au fait que un jour je pourrais rentrer dans tel pantalon ou chemise, mais
mais je m'en éloignais à chaque fois. Et c'était assez horrible d'être confrontée à ça, à cet échec en ouvrant mes placards. Du coup, gros tri et problème réglé. J'ai gardé que des fringues qui m'allaient. J'ai aussi jeté toutes les notes et les dessins que j'avais fait avec les mesures de mes tours de taille, cuisses, mollets, etc., de bras, que j'avais fait année après année. J'avais dessiné l'évolution de ma silhouette avec les mesures. Je les mesurais en fait avec un mètre, et ça me rendait malade de voir que ça grossissait toujours, toujours, toujours. Ça faisait beaucoup trop de mal à mon moral en fait, donc j'ai jeté tout ça. Et oh, ça me fait penser. Oh là là. J'avais fait des études d'art et à un moment j'avais fait des dessins basés sur ma morphologie. Le but c'était d'étudier le corps humain, quoi, les proportions. Et je m'étais prise en photo. J'avais redessiné ma silhouette et tout. Des fois j'avais même décalqué pour gagner du temps. Donc vraiment les proportions étaient bonnes. Elles étaient bien basées sur la réalité de mon corps. Et le prof, en voyant mes dessins, m'a dit que c'était pas des proportions humaines, que c'était pas possible qu'une femme ait un corps pareil, et que ça serait bien que je travaille un peu plus l'anatomie parce que là, 3 petits points, je savais pas dessiner, quoi. Et en fait, ça m'a fait un choc ce jour-là de savoir que mon corps, il était pas humain. Il avait pas des proportions humaines. Et si mon corps, il était pas humain, il était quoi? Wow. C'est dur en vrai. C'est dur. Je vous jure, c'était pas facile à encaisser. En mai 2023, j'ai découvert l'existence de la maladie du lipœdème et ma vie a complètement changé. Ça s'est fait un petit peu par hasard. En gros, j'ai eu une opération en mai pour une tumeur vasculaire à un orteil. Ça paraît tout bête dit comme ça, mais c'était ultra douloureux. Ça s'appelle une tumeur glomique et en termes de douleur, c'est comme si mon orteil il était cassé en permanence. Ma tumeur elle touchait une veine et tout. J'avais les battements de mon cœur et tout. Ça faisait super mal. Enfin bref, j'ai été opérée. Ça s'est bien passé. C'était pas cancéreux donc tout va bien. Mais j'ai passé un mois coincée dans mon canapé et un mois où j'ai passé un temps fou sur mon téléphone et notamment sur les réseaux sociaux et je parlais pas mal par MP, par message privé. Et c'est là qu'une connaissance a abordé le sujet du lipœdème dans une conversation dans laquelle on parlait errance médicale. Moi j'évoquais notamment les 12 années d'errance médicale que j'avais eues pour mon endométriose. Et du coup, cette personne m'a dit qu'il y avait aussi beaucoup d'errance médicale pour le lipœdème et que c'était pas forcément connu. Et moi, je connaissais pas du tout. Donc, je suis allée faire une recherche Google et notamment une recherche d'images. Et là, ça a été le choc. Parce que pour la première fois de ma vie, je suis tombée sur des photos de jambes qui ressemblaient aux miennes. J'étais absolument choquée. Enfin, c'est choquant, en vrai. Enfin bref, l'émotion. Et j'ai appris plus tard que cette connaissance, elle avait casé la maladie du lipœdème dans la conversation exprès, parce qu'elle avait déjà vu mes jambes et elle savait pas trop comment me dire qu'elle pensait que j'avais ça, et elle savait pas si je savais que j'avais ça. Et j'imagine que ça devait pas être très facile à dire, donc encore merci à elle d'avoir fait en sorte d'aborder le sujet comme si de rien n'était. Merci à toi si tu écoutes ce podcast, ça a changé ma vie. Donc merci encore pour tout ce que tu as fait. Je pense pas exagérer en disant que tu m'as sauvé la vie. En grande partie, là je pense que c'est pas trop fort de dire ça. Donc merci encore. À ce moment-là, quand j'ai découvert le lipœdème, j'en ai parlé à ma maman,
Je lui ai envoyé des liens et tout, des photos, la liste de tous les symptômes et tout. Et elle a tout de suite été persuadée que j'avais ça, que ça correspondait totalement. Et moi, je me souviens que je lui disais mais non, je pense pas, ça y ressemble un petit peu, mais faut pas que je me fasse des films. Ça se trouve, je suis juste grosse, c'est comme ça. Et puis, j'ai pas vraiment mal. Et puis, j'ai pas forcément beaucoup de bleu. Et puis, on peut pas dire que je fasse beaucoup de sport en ce moment. Allez, à la rigueur, il y a peut-être 10% de chances que j'ai ça, mais vraiment, on m'a toujours dit que c'était de ma faute, donc je pense pas. Et là... Bon, ma mère, elle a insisté. Elle était en mode non, il y a 99% de chances que ce soit ça. C'est obligé, c'est ça. Enfin, elle était vraiment... c'était ça aussi entre 99% et 100% pour elle, quoi. Et du coup, j'ai réfléchi. Enfin, ça m'arrive. Je venais de passer plusieurs semaines quasiment alitée à cause de mon opération du pied. Et en fait, j'avais très mal aux jambes. Et j'avais eu très mal aux jambes en restant juste allongée dans mon canapé. Et je me suis rendu compte que j'avais acheté 6 mois plus tôt un coussin pour surélever mes jambes parce que ça me soulageait un petit peu pour dormir. Et j'avais beaucoup de bleu sur les jambes alors que j'avais rien fait de particulier. Et du coup, petit à petit, j'ai commencé à augmenter dans ma tête les probabilités que ça soit ça. Et j'ai vraiment regardé mes jambes. Jusque-là, je les fuyais un petit peu du regard, hein. Je les cachais un peu. Et là, j'ai vraiment fait attention au fait qu'elles étaient complètement difformes, que mes cuisses, elles étaient énormes, qu'elles avaient une forme et une texture totalement chelou, que ça se voyait super bien de profil, et surtout au niveau des genoux, que c'était bizarre, c'était déformé, on voyait plus mes genoux. Et j'ai remarqué que mes bras, ils avaient un côté chauve-souris. C'est à ce moment-là que j'ai beaucoup regardé les illustrations de Flore Carvas qu'elle poste sur son compte Instagram, et je me suis retrouvée en fait dans ses dessins et dans les signes distinctifs visuels du lipœdème. Donc tout ça en comparant et tout, je me suis dit bon, j'ai probablement ça. Et j'ai repensé au moment où je me suis fait opérer de ma tumeur à l'orteil, vous savez, ma petite tumeur glomique, et où on m'a donné la tenue. Vous savez, la tenue bleue là pour aller au bloc opératoire, et que mes cuisses, elles passaient de justesse dans le pantalon. C'était la taille la plus grande de pantalon qu'ils avaient, et j'étais trop gênée en fait. Je pouvais à peine bouger dedans, je pouvais pas vraiment marcher. Et mais au moins, soulagement, mes cuisses elles étaient passées. Et j'avais eu tellement peur que ça passe pas. Je me sentais tellement honteuse à ce moment-là, et je me dis quand même, avoir des cuisses aussi énormes, c'était peut-être pas tout à fait normal. En fait, en prenant le temps de réfléchir et vraiment de me remémorer ma vie, j'ai vraiment pris conscience que j'avais de grosses douleurs physiques et que c'était on ne peut plus probable que ce soit du lipœdème. Enfin, il y avait presque aucun doute possible. J'avais mal en permanence. Il n'y avait pas que le côté j'ai grossi et j'arrive pas à maigrir et j'ai des courbatures après le sport. Il y avait des sensations de brûlure énormes dans mes jambes, des courbatures sans fin, la sensation d'avoir les membres dans un étau, le fait que mes jambes elles soient terriblement lourdes. Je suis insomniaque, hein. C'est difficile pour moi de dormir, mais j'ai vraiment pris conscience que les douleurs dans mes jambes et surtout l'avant de mes cuisses m'empêchaient de m'endormir, et ça pouvait me réveiller la nuit tellement ça me brûlait. Et j'avais jamais fait trop attention à ça, et pour moi c'était normal, c'était comme ça. Et puis c'était là en permanence, en arrière-plan, donc j'y faisais pas attention. Et l'hiver, mes jambes gelées, j'arrivais pas à les réchauffer. Je devais prendre des longs bains chauds pour me réchauffer hyper souvent. Et l'été, mes jambes me brûlaient encore plus avec la chaleur. Donc je prenais des bains froids. J'alternais, quoi. Et fallait que je bouge mes jambes, fallait que je les surélève, fallait que j'attende qu'elles se réchauffent le soir pour pouvoir m'endormir, si j'y arrivais. Et j'avais mal, même en restant allongée dans un lit. J'avais mal en restant assise sur une chaise ou un canapé, j'avais mal aux fesses et aux cuisses arrière. Donc en fait, en étant assise, juste être assise, ça me fait mal. Et me lever, marcher, c'était devenu ultra douloureux. Chaque pas, c'était un exploit, en fait. Prendre les escaliers. Pendant des années, je m'étais forcée à le faire quotidiennement.
J'étais même super contente d'habiter dans des apparts au 3e ou 4e étage sans ascenseur. S'il y avait un ascenseur, je le prenais pas en dessous de 5 étages, en espérant que ça aiderait à perdre des jambes. Et depuis l'arrivée de ma super tumeur à l'orteil, j'avais dû arrêter et de prendre des escaliers parce que c'était pas possible avec les douleurs. Et au passage, ma tumeur glomique, elle est apparue en 2020. J'ai eu 3 ans d'errance médicale parce qu'on me disait juste que c'était rien, que j'avais rien, que c'était dans ma tête et qu'au pire ça allait passer tout seul. Lol. Et donc, du coup, avec ma tumeur, je pouvais plus trop prendre les escaliers pendant 3 ans. Et après mon opération du pied, descendre les escaliers, ok. Les monter, non. Non. Je l'ai fait, j'ai essayé, mais ça brûlait trop, et ça brûlait pendant trop d'heures après, ouais, ça durait trop longtemps, la douleur. Et j'avais perdu l'habitude. C'était devenu beaucoup plus douloureux qu'avant, qu'en 2020, quoi. Et sinon j'avais des bleus partout, parfois même sans avoir de choc. J'avais mal quand je devais rester longtemps debout, immobile ou piétiner. Et j'avais les jambes lourdes, j'avais des grosses faiblesses musculaires, j'avais ultra mal aux genoux aussi. Et je pense que mes genoux ils ont bien douillé pendant toutes ces années et du coup ils sont assez fragilisés. Sinon là je vous parle des jambes, mais j'ai des douleurs aux bras et tout me fait mal. Mes bras ils paraissent pas si gros, mais en termes de douleur c'est très handicapant. Quand je tiens mon téléphone, un verre d'eau, un stylo, si je tape sur un clavier, si je me coiffe les cheveux, si je lève un tant soit peu les bras, j'ai hyper mal. Du coup le truc tout bête de m'attacher les cheveux en queue de cheval, ça me fait très mal. Du coup j'ai pris l'habitude de souvent de me les attacher sur le côté, en bas, comme ça va, ou juste de pas les attacher d'ailleurs. Et en fait c'est hyper limitant dans les mouvements que je peux faire au quotidien. Je peux presque plus lire de livres, des livres papier, parce que tenir le livre et tourner chaque page, c'est juste atroce, c'est affreux en termes de douleur. Et ça me sort complètement du livre. En fait, j'arrive pas à me concentrer sur la lecture quand je souffre. Avant, je dessinais pas mal. Maintenant, presque plus tant c'est douloureux. Je peux plus m'imposer tout ça. Ça fait trop mal. J'y arrive plus. Je sature. Et en fait, j'ai déjà mal partout sans bouger. Et si je bouge, ça brûle encore plus. Et c'est ça que je ressens au quotidien. Et bien sûr, ça arrivait crescendo, j'avais pas tout ça à 16 ans, mais avec les années, l'évolution de la maladie et la perte de mobilité, c'est devenu mon quotidien de ressentir tout ça. Et oh là là, faut que je vous dise. J'ai même remarqué récemment que quand je sors de mon bain, de ma douche, en fait, les gouttes d'eau qui perlent sur ma peau avant que je les ai séchées, elles me brûlent. En fait, c'est horrible comme douleur, donc je dois me dépêcher à chaque fois de sécher le plus rapidement possible mes jambes et mes mollets, parce que le contact de ma peau avec des petites gouttes d'eau me brûle. Juste des petites gouttes d'eau. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. J'en ai pris conscience hyper récemment, mais quand j'ai réalisé que les autres personnes, elles avaient pas mal quand elles sortaient de leur douche, j'ai été choquée. Enfin, pour moi, c'était normal d'avoir mal. Et sinon, j'ai des chats, j'adore les chats. Et les caresser, ça me fait un mal de chat. Et j'ai trop mal en fait. Et je peux pas jouer avec eux. Vous savez, les jeux là avec les petites cannes ou les trucs à plumes et tout. Je peux pas. J'y arrive pas. C'est trop dur, c'est trop douloureux. Et du coup voilà, c'est ça aussi que ça me fait comme douleur. Donc vous imaginez bien que si j'ai mal pour des choses aussi simples que marcher ou tenir un verre d'eau, les tâches plus difficiles, n'en parlons pas. C'est absolument l'enfer. Ces 10 dernières années, sans m'en rendre compte au début, j'avais perdu énormément en mobilité. Je marchais de moins en moins, je refusais les sorties et les soirées parce que je savais que ça allait être compliqué. Mais je le mettais toujours sur le dos de la fatigue.
tout le temps. Quand on me demandait comment j'allais, à aucun moment je disais que j'avais mal. Je disais juste que j'étais fatiguée, ce qui était vrai, parce que j'étais vraiment fatiguée. Je souffre de fatigue chronique. Je suis insomniaque, je dors pas assez, mais c'était pas tout. Et moi, j'en avais pas forcément conscience. Marcher, c'était devenu de plus en plus difficile et douloureux. J'avais honte de mon corps, honte de sortir et de m'exposer. J'étais devenue, entre guillemets, la grosse fainéante qui était fatiguée de ne rien faire. En plus, quand on est épuisé et qu'on a mal, on n'est pas forcément la personne la plus souriante et sympa. On a un visage fermé, des traits tirés, on a des grosses cernes et un regard un peu triste, un peu dur parfois, avec la douleur. Et des fois, j'avais juste envie de me rouler en boule et de voir personne. Et du coup, c'était pas toujours marrant et j'étais pas toujours marrante moi-même et personne ne comprenait ça. Et j'étais aussi moins pratique, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où je pouvais de moins en moins faire de choses, de moins en moins participer à des activités, aider aussi, par exemple un déménagement, je pouvais pas. Et j'étais beaucoup moins disponible mois après mois. J'avais honte et j'avais aussi beaucoup perdu en confiance en moi. Faut savoir que j'ai jamais eu une grande estime de moi, mais que là c'était pire. J'avais un regard très dur sur moi, je me considérais comme un monstre. Et vraiment le mot monstre, c'est un mot que j'ai beaucoup utilisé pour me qualifier ces dernières années. Je me haïssais, je me disais que j'étais horrible, immonde, dégueulasse, laide, ignoble, etc. La liste est longue. Et ouais, je crois que j'ai voulu juste me cacher. Donc niveau vie sociale, c'était pas foufou. J'évitais de sortir par fatigue, par peur, de la douleur, ou par honte, ou les trois ensemble, peut-être. Et je sais avec du recul que le lipœdème, ça a vraiment ruiné certaines amitiés, parce que, par exemple, quand tu dis 3 fois de suite à une amie que non, tu peux pas venir à sa soirée, bah la 4e fois, elle t'invite pas. Et c'est comme ça. Et j'imagine que certaines personnes ont dû penser que je les ignorais et que je les évitais et que j'en n'avais rien à faire d'elles alors que pas du tout. J'avais juste pas la santé physique et mentale, pas l'énergie pour venir, pas la force, c'était trop dur. Plus j'ai eu une voiture que récemment, donc tous mes trajets avant je les faisais à pied en règle générale ou en transport, bref. Mais à ce moment-là, en fait, je savais pas pourquoi j'étais comme ça. Alors j'étais incapable de fournir une explication qui aurait peut-être pu changer les choses, des explications qui auraient aussi peut-être pu éviter de blesser les personnes en face qui comprenaient pas mon comportement. Parce que quand tu dis non plein de fois, quand tu peux pas partir en week-end avec tes amis ou en vacances, que t'es jamais là, parce que tu sais que tu vas être crevé ou complètement à la traîne et que tu vas passer un horrible moment. Tu vas souffrir, tu vas être fatigué, ça va être affreux comme moment à vivre. Évidemment, en face, la personne, elle comprend pas. Vu qu'il n'y a pas de raison valable, entre guillemets, t'as pas d'excuse. T'as pas d'excuse pour tout le temps dire non comme ça. Oh, un truc super important. Parlons confiance. Il y a aussi l'absence de confiance. Le doute qui a beaucoup joué dans ma vie sociale chaotique par moments. Parce que j'étais forcément considérée comme une menteuse, comme une mytho. Parce que les gens, quand je leur disais que j'avais pu faire beaucoup de sport, que je mangeais pas beaucoup, ils y croyaient absolument pas. Pour eux, je mangeais en cachette et je m'inventais des heures de sport qui n'avaient jamais eu lieu. Et donc en fait, si les gens ils pensaient que je mentais juste sur des sujets aussi simples que la bouffe et le sport, ils étaient persuadés que je pouvais mentir sur d'autres sujets plus importants. Et du coup, ça a complètement flingué plein de relations. Parce que tous les efforts que je faisais, ils menaient évidemment à rien pour perdre du poids. Et donc, c'était pas concevable dans la tête de certaines personnes que je puisse dire la vérité. Que je puisse faire des régimes privatifs et plein de sports et que ça change rien. C'était pas possible. Et donc, j'étais une mytho. Et impossible d'être prise au sérieux, en fait, parce que c'est dur. C'est dur, en vrai, ça détruit des relations. Les gens
les gens ne nous croient pas. Enfin, en tout cas, ne m'ont pas cru. Ça, c'était compliqué, je trouve. Ça l'est toujours aujourd'hui, en vrai. Et puis, j'ai eu aussi le malheur de tomber sur des personnes ultra toxiques dans mes relations amoureuses. Je pense notamment à un sale type qui passait son temps à me dire t'as de la chance que je t'aime parce que personne d'autre le pourrait. Et j'avais aussi eu droit, en montrant des photos de moi un peu plus jeune, donc moins grosse. J'aurais aimé te rencontrer quand t'étais belle. J'ai aussi eu des ta tête ça va, mais le reste... Non, mais je t'aime quand même, hein, mais je crois que je t'aimerais plus si tu maigrissais. Mais je dis pas ça méchamment, hein, faut pas le prendre mal. Tu serais plus belle avec 20 kilos de moins, c'est vraiment dommage. Il y en a un sale type, qui avait même ses amis qui avaient fait des paris avant de m'avoir rencontré, il m'avait jamais vu, pour savoir si oui ou non je faisais du sport. Et c'était horrible à vivre, donc quand des mecs déjà me jugeaient comme ça. Mais surtout, à peine je l'ai rencontré, hop, j'arrive en soirée, je les rencontre. Et j'avais droit à du « Oh, c'est dommage, j'avais parié avec machin que t'avais un corps de sportive, mais en fait, pas du tout !» Lol, très drôle. Et donc, humiliation publique. Et donc tout ça, en fait, ce type de parole, c'était pas folichon. Et ça m'a pas trop aidé. Ça m'a pas trop aidé à aimer mon corps et à avoir confiance en moi. Et je me suis beaucoup renfermée sur moi. Et ouais, ça a joué dans la faible estime que j'avais de moi et de mon corps. Il m'est aussi arrivé de penser au suicide, souvent, par moments. J'étais vraiment en grande détresse psychologique et franchement, c'est drôle quand j'y repense. Mais dans ces moments-là, je me disais que ça serait mieux que je perde du poids avant de mourir. J'avais pas le droit de mourir comme ça, dans ce gros corps, parce que franchement, je serais trop lourde à transporter. Ce serait pas cool pour les gens qui devraient me porter. Et que penseraient les gens qui découvriraient mon énorme corps, en fait? Et est-ce que je rentrerais dans un cercueil? Et j'avais plein de questions comme ça. Vraiment, je me disais, mais non, j'ai pas le droit d'infliger ça à quelqu'un. Genre, non. Et aujourd'hui, je le dis avec le sourire. Ces pensées, elles sont derrière moi, mais elles ont existé. Et même si c'est très intime, je me dis que c'est important d'en parler. Je me suis haïe tellement longtemps au point de ne plus vouloir vivre. C'est pas rien quand même de se détester à ce point-là. Et la santé mentale, c'est un sujet important et qu'il ne faut pas minimiser. Donc voilà, je voulais au moins vous raconter ça. Rassurez-vous, en ce moment ça va. Je m'accroche à mes petits chats et la vie elle est globalement plus jolie et surtout, j'ai viré toutes les personnes toxiques de mon entourage. Ça aide, ça va mieux, vous inquiétez pas. Et sinon, côté études supérieures, mes études, ça avait été un enfer. Entre les soucis perso et les douleurs à rester assise toute la journée. En y repensant, dès que l'occasion se présentait, j'allongeais mes jambes sur une autre chaise ou carrément sur la table de cours. Et ça ne me donnait pas vraiment une très bonne image de moi, en fait, aux profs et aux autres élèves. Hein. Mais avec du recul, c'était un bon indicateur que quelque chose clochait avec mes jambes. Mais j'avais absolument rien vu du tout. Ce qui était difficile aussi, c'était la prise de notes et les dessins à la main, et surtout matin et soir prendre les transports en commun et marcher. Qu'est-ce que c'était épuisant et douloureux, et faire les courses aussi, porter les sacs, monter les escaliers. C'était devenu vraiment de plus en plus compliqué année après année. Depuis que j'ai eu ma première voiture en 2020, j'ai évité au maximum de reprendre les transports en commun. Tant j'avais souffert durant des années, en fait. Pour les transports en commun, c'était devenu compliqué parce que difficile de marcher et rester debout dans le tram ou le train.
Je dis bien le train, parce qu'il y a plein de moments où le train, il n'y avait pas de place assise. Et aussi parce que j'ai été agressée sexuellement plusieurs fois dans les transports. Et c'est un traumatisme, hein, c'est quelque chose d'effrayant pour moi, les transports en commun maintenant. Et bref, maintenant, j'aime ma voiture plus que tout au monde. Et puis j'ai aussi découvert les courses en drive, ça m'aide beaucoup. Et sans ça, je sais même pas comment je ferais pour faire mes courses. Actuellement, c'est impensable, c'est inenvisageable de faire autrement pour moi. Je me suis aussi rendu compte que mon choix d'études et de carrière professionnelle, ça avait été en partie lié à mes douleurs. Il me fallait absolument un travail que je puisse faire en étant assise devant un ordinateur, en l'occurrence, et pas debout, pas à piétiner toute la journée, pas un métier où j'aurais besoin de mes bras. Et tout s'explique enfin avec le recul que j'ai aujourd'hui, et ça s'est vraiment fait inconsciemment, mais c'est certain, c'est vraiment certain que toutes mes douleurs, elles ont joué dans mes choix. Financièrement, en 10 ans, j'ai dépensé tellement de thunes. J'ai dépensé des sommes astronomiques pour essayer de maigrir, toutes mes économies. Que ça soit en crème anticellulite, des programmes et des accessoires de sport, des abonnements, tout ce qui est massage anticellulite, les drainages lymphatiques chez les esthéticiennes, parce que en fait les kinés m'envoyaient bouler. Et des compléments alimentaires, des trucs anti-rétention d'eau, des trucs, tout ce qui était possible d'acheter et qui a jamais été très très efficace. Et il y a quand même, faut que je vous le dise, il y a quand même une nana chez qui j'avais dépensé facile 1000 ou 1500 euros sur l'année, et qui me faisait des massages soi-disant amincissants, anti-cellulite, qui a fini par me dire que ça ne servait à rien sur moi. Et que j'avais beau venir régulièrement, ça ne faisait pas d'effet contrairement à ses autres clientes. Et donc j'ai arrêté d'y aller, et au final je me dis que c'est quand même cool de sa part d'avoir été honnête là-dessus. Parce que vu la détresse dans laquelle j'étais, je dépensais toutes mes économies là-dedans les yeux fermés, et j'aurais pu continuer encore longtemps. Et j'aurais continué à lui donner toutes mes thunes, et c'est cool à elle d'avoir été sincère en me disant que c'était inutile pour moi. Donc voilà, finalement ça finit bien. Voilà, retour à 2023 maintenant. Je me suis renseignée sur le lipœdème. J'ai fait beaucoup de recherches sur internet sur la maladie, sur quoi faire. J'ai pris conscience que je souffrais tout bonnement en permanence, et que beaucoup des douleurs que j'avais, je les avais mises sur le dos de l'endométriose et d'une potentielle fibromyalgie, alors qu'elles étaient en fait probablement en partie dues à du lipœdème. Je suis donc allée sur l'annuaire du lipœdème de Claire Fourneau pour trouver un angiologue près de chez moi. J'en ai parlé très rapidement à mon nouveau médecin super cool, que je surnomme Super Doc, mais lui il le sait pas, parce que c'est vraiment un super médecin. Je l'ai rencontré en mars 2023 et il a été le premier à me prendre au sérieux pour mon endométriose en dehors de ma gynéco. Pour le lipœdème, il m'a aussi tout de suite prise au sérieux. De mémoire, il a sorti un truc du genre ah oui, c'est pas normal ça, il y a un problème, en voyant les photos de mes jambes que j'avais prises. Et il m'a donné une lettre pour que j'aille voir un angiologue phlébologue pour faire une échographie Doppler des membres inférieurs. Je lui ai demandé une ordonnance pour avoir des collants, les fameux collants de compression rectiligne à maille plate, classe 3 et sur mesure. Et il a accepté direct sans attendre le diagnostic officiel de lipœdème. Bon, c'est vrai que mes jambes, elles étaient super difformes, très déformées, donc ça se voyait bien qu'il y avait un souci. Il m'a aussi donné des ordonnances pour les drainages lymphatiques manuels. Il a pas attendu plus longtemps et il m'a dit une phrase du genre « Mais faut absolument vous aider, on peut pas vous laisser dans cet état-là avec toutes vos douleurs. » Et ça m'a trop émue. Mais j'ai fondu en larmes après le rendez-vous. J'ai dû passer 30 minutes à pleurer dans ma voiture avant de pouvoir repartir. J'en revenais pas. J'en revenais pas qu'un médecin puisse me croire et surtout me dire que c'était pas normal que je souffre. Et qu'il allait tout faire pour m'aider. La dinguerie, quoi.
mais pour moi, c'était surréaliste. C'était impossible qu'un médecin veuille m'aider et me croie. Ça n'existait pas, ça existe que dans les films. Mais là, non, c'est bon, ça m'arrivait à moi dans la vraie vie et c'était trop bien. J'ai été super bien suivie et aussi bien accompagnée en parallèle par ma diététicienne qui connaît bien le lipœdème et par ma thérapeute qui me suit depuis 2022. Les deux m'aident à retrouver une relation plus saine avec la nourriture, régler mes troubles du comportement alimentaire, même si a priori je devrais apprendre à cohabiter avec mes TCA toute ma vie, parce qu'ils ne partiront probablement jamais vraiment. Donc à surveiller et à vivre avec, en fait. J'apprends actuellement surtout à manger suffisamment, sans jamais me priver en termes de quantité. Enfin, en fait, je dois manger en quantité suffisante selon mes besoins. Et c'est une chose dont j'avais totalement perdu l'habitude. Je commence à y arriver. C'est pas tous les jours facile de manger, mais j'y arrive petit à petit et je considère plus la nourriture comme mon ennemi numéro 1. C'est pas encore ça, hein. c'est pas encore mon ami, mais je progresse bien. Au fait, j'ai pas tant parlé de poids, de chiffres, hein, mais je mesure 1m68. Je faisais déjà 1m68 à 15 ans et demi. Et pendant des années, j'ai oscillé entre 85 et 95 kilos, on va dire de 2012 à 2016. En 2016, j'ai rencontré malheureusement un type ultra toxique qui a ruiné plusieurs années de ma vie. Je dormais entre 2 heures et 4 heures par nuit maximum pendant plusieurs années. Et je me tuais au travail. J'étais clairement en dépression et je mangeais pas très sainement. En 2020, j'étais aux alentours de 103 kilos. Et ensuite, j'ai grossi à cause du stress de mes études que j'avais reprises. Et toujours à cause du manque de sommeil. J'ai atteint mon poids maximal de 109,4 kilos en juin 2022. Et j'ai appris à ce moment-là que je souffrais d'endométriose. Et je suis passée à une alimentation complètement anti-inflammatoire. Et j'ai perdu naturellement un peu plus de 10 kilos en un an. Donc je pesais 99 kilos en juin 2023. Après, j'ai aussi fait particulièrement attention à dormir davantage, éloigner au maximum toute source de stress et me préserver. Donc ça a dû jouer aussi sur la perte de poids. Je suis suivie par une diététicienne depuis juin 2023 et j'ai perdu 2 kilos entre juin et octobre 2023 en mangeant bien facilement 3 à 4 fois plus qu'avant en termes de quantité dans mon assiette. Parce que voilà, j'ai été clairement sous-alimentée et manger suffisamment, c'est efficace visiblement pour perdre un peu de poids. Et ça a aussi réduit légèrement ma fatigue chronique. Ainsi voilà, j'ai atteint les 97 kilos en octobre 2023, lentement mais sûrement. Voilà les chiffres pour vous donner une petite idée de ce que ça donne. Du coup, je reprends un petit peu tout parce que je pars dans tous les sens un peu. Je suis désolée, j'espère que c'est à peu près compréhensible tout ce que je raconte. Il y a tellement de choses à dire sur le sujet, enfin c'est difficile, je trouve, de résumer sa vie aussi rapidement, en essayant de pas trop en oublier. Donc je reprends. En mai 2023, je découvrais l'existence du lipœdème. Je faisais plein de recherches en ligne et j'allais voir mon super doc qui me donnait une ordonnance pour une écho-doppler et des collants sur mesure. Et je cherchais en ligne mon orthésiste pour pouvoir avoir des collants Juso. Je me suis procuré les livres de Flore Carvas et Claire Fourneau qui parlent du lipœdème pour en apprendre un peu plus, même si à force d'avoir écumé tous les groupes Facebook possibles, je commençais un peu à cerner le sujet. Je vous mets les références des livres en description. Je trouve que c'est des livres utiles et bien à faire lire à l'entourage pour le coup. Fin juin, mes mesures pour les collants, elles étaient prises. Mi-juillet, je les recevais. J'ai mis en place tout ce qui était méthode conservatrice. Fin juillet 2023, j'avais mon diagnostic officiel de lipœdème. Je commençais aussi les drainages lymphatiques manuels. En août, je prenais directement rendez-vous visio avec plusieurs cliniques allemandes pour pouvoir me faire opérer du lipœdème et reprendre un jour, je l'espère, une vie un peu plus normale. J'ai directement opté pour l'Allemagne après avoir lu des centaines, peut-être même des milliers,
de témoignages de femmes opérées là-bas. Et j'avais confiance, parce que c'est là-bas qu'on trouve les précurseurs et experts de la chirurgie du lipœdème. Mes kinés et mon orthésiste m'ont aussi rassurée en me disant qu'ils connaissaient des femmes qui s'étaient fait opérer en Allemagne et que le travail qui avait été fait était, je cite, un vrai travail d'orfèvrerie, tant les résultats étaient précis et spectaculaires. Donc j'avais confiance. J'en ai informé mon médecin traitant, le super doc, et il a été ravi de découvrir que le lipœdème, ça pouvait s'opérer et que je pourrais très probablement regagner en qualité de vie d'ici quelques années. Il connaissait pas plus que ça, au final, tout ce qui est lipœdème. C'est moi qui lui ai dit quel collant il me fallait, etc. Mais il est super à l'écoute et il est ravi d'apprendre des choses sur le lipœdème et on fait un vrai travail d'équipe et c'est trop cool. Je me suis rapidement décidée pour le choix de la clinique et tout est allé très vite. Rendez-vous visio en août et date d'opération assez rapide suite à un désistement. Et le lundi 16 octobre 2023, j'ai eu ma première opération du lipœdème pour les cuisses avant, à la clinique Lisumed située à Essen, en Allemagne. Je me suis fait opérer par la chirurgienne, la docteure Majewski, et j'ai un total de 4 opérations de prévues avec elle, 3 pour les jambes et 1 pour les bras. La première est faite, et c'est super bien passé, mais je vous expliquerai tout ça en détail dans le prochain épisode, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Et voilà, la prochaine arrive à grands pas. Ce sera le lundi 19 février 2024. Et là, pour le coup, j'aurai les cuisses arrière et le fessier opéré. Aujourd'hui, je n'ai plus honte de mon corps. Je vais pas dire que je l'aime, mais je n'ai plus honte parce que... Bon, j'ai quand même encore un tout petit peu honte, mais j'ai plus trop honte parce que je sais que je suis malade. Et il n'y a pas de honte à avoir une maladie. Et je suis plutôt même fière, finalement, de tout ce que j'ai pu accomplir avec ce corps en grande souffrance, de moins en moins mobile. Ces 10 dernières années, ça a été compliqué. Et j'ai fait tellement de choses, j'ai réussi tellement de projets, malgré tout ça. Et du coup, mon corps, j'ai envie de lui dire GG, bien joué d'avoir tenu bon. Et puis ma tête aussi. Mine de rien, il y a eu pas mal de hauts et de bas niveau trucs nazes dans ma vie, pas mal de traumatismes. Mais aujourd'hui, on peut dire que ça va et j'ai plutôt bien tenu le coup. Donc voilà, je m'en sors pas si mal. Dans cet épisode, je ne vous ai parlé que de lipœdème, mais l'endométriose m'a bien pourri la vie aussi. J'ai réussi à survivre dans ce corps pendant presque 30 ans. Mais là, aujourd'hui, j'ai qu'une envie, c'est d'apprendre à vivre. Je me rends compte que j'ai pas eu une seule journée dans ma vie d'adulte sans souffrir. Et c'est un peu dur quand même de réaliser ça. J'ai eu honte pendant trop d'années, j'ai voulu me cacher, parfois même disparaître, tellement je me sentais mal dans ce corps, dans mon propre corps. Et maintenant, j'ai qu'une envie, c'est en parler, exposer tout ça, dire que c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir à vivre autant de souffrances physiques, psychologiques, sans jamais être écouté, c'est pas normal. Je rêve que ne serait-ce qu'une femme qui écoutera ce podcast réalise qu'elle souffre en fait simplement de lipœdème ou qu'elle a une sœur, une amie, une cousine, la caissière de l'épicerie à côté, la boulangère ou je ne sais qui qu'elle connaît qui souffre en fait juste d'une maladie. Je rêve aussi que ça arrive également à des hommes qui écouteront ce podcast. Peut-être que votre sœur, votre grand-mère, votre petite amie, votre femme même souffre peut-être de la maladie du lipœdème et vous n'en saviez rien. Et c'est normal malheureusement en France de ne pas savoir. C'est une maladie très peu connue, absolument pas reconnue. Maintenant, j'espère ajouter ma petite pierre à l'édifice et aider à faire connaître le lipœdème pour que moins de personnes souffrent d'une longue errance médicale et d'une incompréhension totale de la part de l'entourage et du corps médical. Faut absolument que les choses changent.
On arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu malgré les thématiques pas forcément rigolotes. J'ai essayé de raconter un petit peu ma vie dans les grandes lignes, mais je suis sûre que j'ai oublié plein de choses. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Happy Cat Therapy. Vous trouverez sur ma page Instagram pas mal de photos de mes jambes et mon parcours opératoire en Allemagne. N'hésitez pas à me suivre sur les différentes plateformes et à me laisser un commentaire, m'envoyer un petit message, me poser des questions, etc. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez aussi me laisser un message vocal sur le répondeur Vodio si vous le souhaitez. Si cet épisode vous a plu, partagez-le, parce que c'est vraiment important de faire connaître le lipœdème. Je vous remercie encore pour votre écoute. Bonne journée ou soirée, et promis, je m'arrête bientôt. Mais je tenais juste à dire que ce podcast est hébergé gratuitement sur la plateforme Vodio. Vodio qui est géré par l'association Bad Geek. Bad Geek qui organise chaque année à Rennes, durant le week-end de Pâques, le festival de podcast Podren. Et le festival se déroulera les 30 et 31 mars 2024. Donc n'hésitez pas à passer y faire un petit tour pour découvrir plein de podcasts et simplement échanger sur plein de sujets variés. Au passage, j'y serai bénévole. Donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Et en plus, j'aurai eu ma deuxième opération du lipœdème à ce moment-là. Donc j'ai trop hâte de pouvoir gambader dans tout le festival. Normalement, ça va être trop bien. Merci à toute l'équipe de l'association Bad Geek de m'avoir encouragée pendant presque 10 ans à enregistrer mon premier podcast. Il m'a fallu beaucoup de temps pour réussir à avoir assez de courage pour le faire, mais maintenant c'est lancé. Merci aussi à tous les copains et copines de m'avoir poussé à le faire. Sans vous, je crois que j'aurais jamais eu le courage de sauter le pas. Merci encore à toutes les personnes qui m'ont fait des retours. Juste merci. Merci encore et à bientôt pour un épisode qui sera dédié cette fois à ma première opération du lipœdème en Allemagne. Je vous fais des bisous. Salut tout le monde.